Premier ministre François Legault, du ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé, ainsi que du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre. Bonsoir tout le monde. Avant de vous parler de la pandémie, je veux dire un mot sur ce qui est arrivé à M. Camara. J'ai été touché, comme beaucoup de Québécois, de la façon qu'il a été arrêté, détenu pendant 6 jours. J'ose pas imaginer ce qu'il a ressenti, ce que son épouse et sa famille ont ressenti. Donc, dès ce matin, j'ai demandé à la ministre de l'Immigration de s'assurer que dès qu'il y aura les papiers pour la résidence permanente du gouvernement fédéral, que le gouvernement du Québec émette un CSQ, un certificat de sélection du Québec. Je pense que ça peut venir un peu atténuer le préjudice que M. Camara a subi malheureusement. Je reviens à la pandémie. Vous l'avez peut-être remarqué depuis quelques semaines, les journées allongent. Je pense que même à l'heure qu'on est là, il y a encore un petit peu de lumière. Donc, pourquoi? Bien, parce que le printemps s'en vient, mais l'hiver n'est pas fini. On va encore avoir quelques petites tempêtes de neige. C'est un peu la même chose avec la pandémie. Les choses s'améliorent, que ce soit les cas, les hospitalisations, les décès, mais la pandémie n'est pas finie. Il y a encore des risques importants pour les Québécois, en particulier au cours des prochaines semaines. Donc, il y a plusieurs raisons qui nous portent à être très prudents dans les gestes qu'on va poser au cours des prochains jours. Première chose, bien, la situation dans les hôpitaux. Vous le voyez, il y a encore 771 patients COVID dans les hôpitaux. Ça veut dire qu'il y a encore du délestage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chirurgies qui sont encore reportées. Et pourtant, bien, on a une liste d'attente qui est longue et qu'il faudrait réduire. Deuxième raison pourquoi il faut être prudent, on a des infirmières puis du personnel qui sont au front depuis 11 mois, sont épuisés, puis il faut continuellement, chaque jour, penser à eux autres. Troisièmement, il y a aussi les fameux variants. Je pense que tantôt, le docteur Arruda va vous en parler. Il y a une augmentation du nombre de cas du fameux variant britannique, le B117. C'est un variant qui fait que c'est plus contagieux. Donc, si on ne fait pas attention, le nombre de cas pourrait exploser en seulement quelques semaines. Donc, ça, c'est une autre raison pourquoi il faut être prudent. Puis la quatrième raison, c'est la semaine de relâche. Pas la semaine prochaine, l'autre semaine après, la semaine du 1er mars, c'est la semaine de relâche. Et puis quand on regarde, c'est presque dans les habitudes des Québécois. Quand il y a une semaine de relâche, il y a beaucoup de parents qui prennent congé pour être avec leurs enfants. Et il y a toutes sortes de réunions. Puis on ne voudrait pas qu'il se passe ce qui s'est passé dans le temps des fêtes, là, qu'on voit une explosion du nombre de cas parce que les personnes se réunissent. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a eu beaucoup de discussions au cours des derniers jours avec la santé publique et on s'est dit qu'il fallait être plus prudent que moins prudent et donc d'attendre avant de trop déconfiner. Donc, je vous annonce aujourd'hui que lundi prochain, le 22 février, la seule région qui va passer du rouge au orange, c'est la région de l'Outaouais. Pourquoi? Parce que l'Outaouais a, depuis quelques semaines, une situation qui est stable. Puis on a vérifié aussi la situation à Ottawa, l'autre côté, et c'est aussi stable. Mais toutes les autres régions qui sont rouges, ça veut dire Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Montérégie, Mauricie, Centre du Québec, Estrie, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, par prudence, vont rester rouges
pour l'instant. Bon. Par contre, on a eu beaucoup de discussions parce que je me mets à la place des parents pour la semaine de relâche. Je me rappelle d'avoir eu des jeunes enfants. Faut trouver des activités pour les enfants pendant la semaine. Je me rappelle très bien de mes 2 gars qui disaient « Papa, maman, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » Donc, il y a beaucoup de parents qui vont vivre ça dans la semaine du 1er mars. Donc, avec la santé publique, pour accommoder les parents, quand même fait des efforts. Et je vous annonce qu'à compter de vendredi de la semaine prochaine, donc vendredi le 26 février, les cinémas vont être ouverts dans les zones rouges. Donc, partout au Québec, les cinémas étaient déjà ouverts dans les zones oranges. Deuxièmement, les sports intérieurs vont être permis pour les familles et pour 2 personnes. Ça veut dire, entre autres, les arénas, les piscines, les familles vont pouvoir y aller tout en respectant les consignes. À l'extérieur, jusqu'à présent, c'était maximum 4 personnes dans les activités. Ça va maintenant être 8 personnes qui vont pouvoir, par exemple, aller jouer ensemble dehors. Puis déjà, on l'avait annoncé déjà la semaine dernière, les musées et les bibliothèques sont ouverts et ouvertes. Donc, ça donne une petite liste d'activités pour occuper quelques jours les enfants. Puis j'en profite d'ailleurs pour dire que pour le cinéma, vous pouvez en profiter pour aller voir des films québécois. Il y a entre autres La déesse des mouches à feu d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui devrait être à l'affiche. Et il y a aussi le film d'animation Félix et le trésor de Morga de Nicolas Lemay. Donc, profitez-en pour encourager nos producteurs, réalisateurs et acteurs québécois. Bon, maintenant, une question qui est beaucoup revenue. Est-ce qu'on peut louer un chalet ou une chambre d'hôtel dans une autre région où on n'habite pas? Bon, c'est pas idéal, mais ça ne sera pas interdit. Mais on met 2 grosses conditions qui sont importantes, qui sont les plus importantes. Respecter les bulles familiales, puis respecter le couvre-feu qui va rester à 20 heures, donc à 8 heures, dans les zones rouges. Ça veut dire concrètement que des gens peuvent aller dans une autre région, louer une chambre, louer un chalet, mais juste pour les personnes qui habitent dans la même maison, donc qui sont dans la même bulle familiale. Puis on va demander, vous allez d'ailleurs avoir un point de presse au cours des prochains jours de Geneviève Guilbeault, on va demander aux policiers de surveiller de façon spéciale les endroits où il y a beaucoup de tourisme. Ça veut dire des hôtels, des chalets loués, beaucoup d'activités. Le but, c'est de s'assurer que les consignes soient suivies, en particulier garder la même bulle familiale, respecter le couvre-feu, puis les restaurants vont rester fermés. Donc, évidemment, l'idéal, c'est d'apporter sa nourriture quand on arrive au chalet ou à la chambre d'hôtel. De toute façon, les restaurants vont être fermés. Bon, l'autre question qui est beaucoup revenue puis qu'on a beaucoup débattu, c'est toute la question des barrages. Est-ce qu'on doit mettre des barrages avec l'Ontario? Est-ce qu'on doit mettre des barrages entre les régions rouges et oranges? Après discussion, on s'est dit que c'était plus efficace de demander aux policiers de s'assurer que les 2 consignes principales soient respectées, c'est-à-dire le couvre-feu puis les bulles familiales, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas 2 familles qui se retrouvent dans le même chalet. Donc, on pense que c'est plus efficace que de mettre du monde à surveiller les différentes frontières entre les régions. Bon, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent pas prendre congé, qui n'ont pas prévu ou leur employeur n'a pas prévu de congé pour la semaine du 1er mars. Je le répète, c'est très, très important, là. C'est vraiment pas une bonne idée que les enfants soient gardés par les grands-parents.
plupart du temps, les grands-parents sont plus âgés, évidemment, et sont plus vulnérables pour attraper la COVID. Donc, je veux être très clair, là, ça, c'est la dernière chose qu'il faut faire. Et je veux lancer un appel aux employeurs. Je veux demander aux employeurs d'être accommodants. C'est-à-dire que si vous avez un employé, une employée qui a des enfants, qui n'ont pas d'école, évidemment, la semaine du 1er mars, si vous êtes capable, je comprends qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas, mais si vous êtes capable de les accommoder puis de leur donner congé pendant la semaine ou au moins une partie de la semaine, ça serait très apprécié. Donc, je demande la collaboration des employeurs. En fait, on parle de 5 jours ouvrables du 1er au 5 mars. Là, s'il vous plaît, aidez les parents d'enfants. Donc, je conclue en vous disant, le plus important dans les prochaines semaines, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de visite dans les maisons. Je le répète, là, puis on l'avait dit, partout au Québec, même dans les zones oranges, les visites ne sont pas permises, sauf si c'est une personne qui reste seule, elle peut être visitée par une autre personne seule. C'est tout, là. Donc, on ne peut pas aller faire des parties, faire des soupers, malheureusement. Et les policiers, bien, on l'a déjà dit, ils sont plus à l'étape de donner des avertissements, sont à l'étape de donner des contraventions. Ils en donnent actuellement à peu près 1000 amendes par semaine, des amendes de 1500 $. Donc, si vous vous retrouvez dans une maison, dans une chambre d'hôtel, dans un chalet avec des personnes qui n'ont pas la même adresse que vous, bien, il y a un risque que vous receviez une amende de 1500 $. Je pense que, évidemment, ce n'est pas pour le plaisir qu'on fait ça, c'est parce qu'il faut vraiment faire attention au virus pour les prochaines semaines. Donc, je termine en vous disant, on a quelques semaines difficiles devant nous. Le printemps s'en vient, mais si on veut un beau printemps, bien, il faut faire attention aux visites dans les maisons pour les quelques prochaines semaines. Sinon, bien, je souhaite à tout le monde une bonne soirée, puis on se souhaite un printemps hâtif. Good evening, everyone. The situation is improving, but our battle against the virus is not over. We still have significant risk ahead of us. There are nearly 800 COVID patients in our hospitals. Our nurses have been fighting the virus for 11 months now, and there's the danger of variants which are even more contagious. With the March break coming up, we have to wait before turning other regions from red to orange. There's one exception, the region of Outaouais, where the situation is stable. For other regions, we have to stay careful and wait after March break. But after discussions with public health authorities, we've decided to reopen certain activities starting February 26. Movie theaters will reopen in red zones, will allow activities for families in arenas and swimming pools, and will allow outside gatherings of up to 8 people. This will allow parents to do activities with their children during March break. The most important thing is to stay in your family bubble. We don't want people renting houses with other families. I know some parents will have to work during March break. I repeat that it's not a good idea to ask grandparents to babysit children. So I ask employers to be understanding with them. Please give them a few days off if you can. We still have difficult weeks ahead of us, but spring is coming. But if we want to improve the situation, we must avoid gatherings
in houses for the next few weeks. Thank you all. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Legault, Monsieur Dubé et Dr Arruda vont maintenant répondre aux questions des membres de la tribune de la presse, d'abord en français, ensuite en anglais. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Monsieur le Premier ministre, vous dites qu'on a encore donc des semaines difficiles devant nous et vous dites qu'il faut être encore prudent, mais vous permettez des allègements. Qu'est-ce que les Québécois doivent comprendre du message à ce moment-là? Si vous dites qu'il faut être beaucoup plus strict, ça va être difficile, mais vous permettez beaucoup plus de flexibilité dans les semaines à venir. Bien, regardez, ce qu'on dit, c'est on garde le couvre-feu à 8 heures, qui est très efficace, parce que les gens, évidemment, c'est plus difficile d'aller visiter les maisons quand il faut être de retour à 8 heures. On s'assure aussi que les policiers surveillent qu'il n'y ait pas de mélange entre plusieurs familles dans les maisons. Ça reste. Maintenant, les enfants sont en vacances la semaine du 1er mars. Donc, de permettre certaines activités, comme d'aller au cinéma, mais avec des masques, d'aller faire des sports intérieurs, mais par famille, d'aller à la bibliothèque, d'aller faire quelques activités, idéalement, puis le plus possible à l'extérieur. Je pense que c'est une question d'équilibre, une question de santé mentale. Et pour les enfants et pour les parents, à un moment donné, on ne peut pas penser là, que les parents vont tous garder leurs enfants dans la maison pendant toute une semaine. Là. Vous avez aussi parlé de la possibilité pour une personne seule de visiter une autre personne seule, comme c'est déjà permis. Je vous ramène à la période des fêtes où il était permis pour une personne seule de visiter une famille, une autre bulle. Est-ce que ça, dans la semaine de relâche, ça peut être permis, par exemple? Monsieur Arruda? Bien, ce qu'on vise, c'est le minimum de rassemblement comme tel, mais il y a des personnes seules, par exemple, une mère monoparentale qui a des enfants, qui pourraient se joindre effectivement à une bulle. C'est la seule exception qui serait permise. Mais là, c'est pas, je vous dis bien honnêtement, c'est pas dans une perspective de permettre des rassemblements de bulles interfamiliales. C'est véritablement dans certaines conditions de personnes seules, les personnes seules qui ont besoin d'aide, ça se maintient, comme on l'a toujours dit, là. Mais c'est la seule condition, particulièrement pour éviter le gardiennage par des grands-parents ou des personnes âgées. C'est dans ce contexte-là. Et pour éviter, en fin de compte, que certaines sous-populations qui sont plus isolées, moins de facilité, puissent bénéficier de l'aide de quelqu'un. Véronique Prince, Radio-Canada. J'aimerais savoir quelles sont les projections liées à la semaine de relâche, quelles sont les modélisations, parce que lorsque vous préparez des mesures comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Avant Noël, vous le saviez qu'il allait probablement avoir des rassemblements illégaux, qu'il allait probablement faire augmenter les cas, et c'est ce qui est arrivé. Pour la semaine de relâche, est-ce que vous vous attendez à ce qu'on ait une légère remontée des cas après la semaine de relâche? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'on se maintienne à un plateau? Qu'est-ce qui est attendu avec les mesures que vous annoncez là? Parce que probablement que la baisse ne va pas se continuer, là. C'est une bonne question, mais on aimerait ça. Les modèles sont variables selon le respect que les gens vont faire des autres consignes. Il faut comprendre que oui, il y a une semaine de relâche, mais on arrête l'école. Puis on sait que des fois, dans l'école, il y a de la transmission. Si les gens restent dans leur bulle, si les gens respectent les consignes, si les gens vont surtout faire des activités à l'extérieur, on ne devrait pas voir une augmentation importante. La différence par rapport peut-être à la période des fêtes, si vous me permettez, c'est que dans les périodes des fêtes, oui, il y a plus de rassemblements. Vous savez, les gens veulent savoir, c'est la période des fêtes, Noël, le jour de l'an. Dans la semaine de relâche, il peut y avoir des activités entre deux familles ou etc. Mais si les gens respectent les consignes, on ne devrait pas voir la flambée qu'on a vue, je vous dirais, là, comme telle. Mais encore là, c'est toujours dépendant des consignes. C'est pas la semaine de relâche en est le seul qui est dangereuse, c'est tout le comportement que les gens peuvent avoir. Et peut-être, quand vous dites qu'on relâche, on relâche pas beaucoup. La majorité des régions demeurent rouges. Ce qu'on fait, c'est qu'on permet, pour la semaine de relâche, pour l'équilibre de la santé, un accès à des activités extérieures qui sont moins à risque. Dans un aréna, si on ne fait pas de joute de hockey, le risque est très faible. Dans une piscine, si on contrôle le risque est faible. Donc,
On permet aux familles, à ce moment-là, de plutôt que se retrouver enfermées à l'intérieur, de pouvoir aller à l'extérieur, de pouvoir profiter d'un plateau technique qui, à notre avis, va permettre aux jeunes de profiter de cette semaine-là. Comme deuxième question... Oui. Juste un point, à moins d'un changement important, là, demain, vous allez avoir beaucoup de réponses de la part de l'INES et de l'INES-PQ sur la modélisation qui va être faite des variants. Parce que ça, je pense que c'est important d'avoir... Vous savez, à chaque semaine, on vous donne l'information sur la modélisation des hospitalisations. Étant donné toutes les questions qu'il y avait sur les variants, on a demandé aux gens de l'INES-PQ de venir présenter le travail du docteur Brisson demain. Alors, je ne sais pas si l'heure est confirmée encore, mais ça va vous répondre à plusieurs de vos questions parce que dans le modèle développé, on fait des simulations avec des taux optimistes ou pessimistes de ce qui va se passer durant la semaine de relâche. Fait que je pense que ça va avoir beaucoup d'informations demain sur ces modèles-là. D'ailleurs, juste une petite précision avant de poser ma deuxième question. Vous ne nous avez pas dit il y avait combien de variants confirmés en ce moment, mais Oui. je vais quand même vous poser ma deuxième question. Vous avez le droit. Vous avez le droit. En espérant avoir la réponse aux deux. Oui. Je voudrais savoir, on recrute à l'étranger beaucoup des infirmières, 1700 qui vont être recrutées à l'étranger et 200 préposés aux bénéficiaires. C'est 5 fois plus que les années précédentes. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'infirmières qui ont quitté la profession, il y a trop de retraites, sont trop exténuées par la pandémie? Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi cette année, on peut se douter, là, mais pourquoi vous avez besoin d'aller chercher un nombre si important d'infirmières à l'étranger? Bien, écoutez, je peux commencer, puis peut-être que le premier ministre pourra compléter, mais c'est sûr que ça fait longtemps qu'on dit qu'il manque des infirmières, puis il en manquait des infirmières avant la pandémie. Donc, on a un enjeu là. Je pense qu'on a des gens qui, même si on avait le bon nombre d'infirmières, on a un personnel qui est épuisé, on le dit souvent. Donc, si on est capable d'allonger des vacances, peu importe, je pense que c'est la bonne chose de faire du recrutement en ce moment. J'aimerais dire aussi que depuis, ça c'est dans les bonnes nouvelles, puis ça ne changera pas le recrutement, depuis environ 5 semaines, c'est plus de 2000 infirmières qu'on a récupérées dans le réseau. Rappelez-vous, là, il y a un peu plus qu'un mois, on avait presque 7000 personnes qui étaient absentes pour toutes sortes de raisons. Et là, on est rendu un petit peu en bas de 5000. Fait que ça, c'est la très, très bonne nouvelle. Mais pour répondre précisément à votre question, on va continuer de faire du recrutement pour être capable d'avoir plus de personnel infirmier dans notre réseau. Je pense que c'est ça. Okay. Bon, maintenant, sur votre question des variants, on avait dit qu'on serait très transparent, là, je pense, puis j'aimerais ça que le docteur Arruda complète la réponse, mais moi, je me suis engagé à être très transparent une fois par semaine au minimum pour vous donner l'information sur les variants. Alors, ce qu'on va faire à compter de cette semaine, puis on va commencer ce soir, c'est qu'on va vous donner non seulement le nombre de cas confirmés, ce qui est en ce moment 16 cas confirmés de variants, 16, mais ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'en ce moment, à l'étude, là, suite aux différents appels que j'ai eus avec le docteur Arruda hier, avec, entre autres, le groupe de santé publique de Montréal, avec Mme Drouin et Laval, parce que ce sont nos 2 régions principales. Quand je vous parlais du Grand Montréal, là, c'est les 2. Il y aurait en ce moment, en analyse, par criblage, là, qui ont été... Donc, on prend nos tests positifs, puis on dit de ces tests-là, il y en a combien qui ont été criblés? On a 86 cas qui sont sous analyse en ce moment. Puis ça, c'est pour les 5 derniers jours. Alors, donc, ça vous dit pas qu'il y a 86 cas de variants confirmés. Ils ne sont pas encore confirmés. On va les appeler des cas probables. Mais c'est le genre d'information maintenant qu'on va être très transparent, puis qu'on va vous dire... Parce que quand on s'est vu la dernière fois, on parlait de 16 cas confirmés, qui avaient été confirmés par séquençage. Là, maintenant qu'on a plus d'informations avec le criblage, je vous dis, il y a 86 cas qui sont en ce moment sous vérification et qui vont... mais en attendant, puis c'est là que j'aimerais peut-être que le docteur Arruda... Moi, ce que j'ai demandé, puis j'ai été très réconforté des réponses de Mme Drouin hier et du docteur Trépanier à Laval, qui nous ont dit, même si c'est uniquement par criblage qu'on a l'information, même si c'est pas encore séquencé, on agit sur ces cas-là comme si c'était
des cas de nouveaux variants. C'est-à-dire qu'on fait un isolement spécifique sur ces personnes-là pour être sûr que quand on se fera confirmer, parce qu'actuellement, le taux de confirmation est assez fort là, entre ce qui a été vu par criblage puis par séquençage, on fait comme si c'était des cas de variants. D'accord? Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, le Dr Arruda, je veux faire du chemin là-dessus. Là. L'Institut Simon Fraser, hier, a publié un rapport en disant qu'avec les variants, il y a un potentiel d'explosion de cas de 4000 à la mi-avril. Avec ce que vous annoncez comme mesure, c'est que ça ne vous inquiète pas, là? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que, effectivement, les variants, là, quand ils apparaissent, ils finissent par venir remplacer les autres souches. Si on a une souche très transmissible puis qu'on n'arrive pas à la contrôler, si on ne fait pas des traçages intensifs, etc., on voit l'explosion rapide s'installer. Actuellement, on continue à avoir des baisses au Québec. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de variants. Là. On vient de vous dire qu'il y en a probablement 86 qui sont pré-criblés là, et qui vont être confirmés par après. Puis ça vient sur à peu près 925 tests qui ont été faits positifs. Je pense que, oui, c'est un risque, mais il faut voir qu'on va avoir la vaccination qui s'en vient sous peu. Il faut mettre ça dans l'équation. Et on sait que la vaccination va réduire... D'ailleurs, on voit déjà les effets. C'est des personnes en CHSLD, RPA, et etc. Donc, la vaccination va être un élément important. Et puis, l'activité, là, puis là, je tiens à vous le dire, indépendamment même du criblage, dès qu'on sent qu'il y a une souche hyper transmissible, disons qu'on a une situation où vraiment, là, il y a 3 cas, puis le lendemain, on est rendu à 24 cas, puis etc., on intervient comme si c'était un variant. Parce qu'à date, on connaît les variants de UK, du Brésil, etc., mais rien ne peut nous dire qu'on ne pourra pas avoir un variant qui émergera au Québec. Donc oui, effectivement, si les mesures ne sont pas au rendez-vous, vous savez, dans les faits, le variant, là, il sautera pas sur les gens s'il n'y a pas de transmission. D'où l'importance de maintenir ça. Et dans les pays où c'est arrivé, c'est monté en flèche, mais rapidement, les interventions ont permis de le contrôler. Fait que moi, je pense que c'est des hypothèses, puis on a des courbes, vous allez les voir demain, là, qui vont vous être présentées. La chose qui est la plus importante, c'est l'adhésion aux consignes. Vous allez le voir, il y a des modèles qui vont vous être présentés demain, là, il y a des hypothèses d'importation de variants ou pas, mais c'est vraiment l'adoption des consignes. Si les gens respectent les consignes, puis qu'il y a je vous dirais, une forte proportion de gens qui respectent, à ce moment-là, le virus ne peut pas se présenter. Juste faire une précision là, sur ce que le docteur Arruda vient de dire. Il y a effectivement en ce moment 86 cas qui sont sous examen, mais il faut faire attention au dénominateur, parce que lorsqu'on dit que c'est sur 900 cas, dans certains cas, ça donnerait l'impression que c'est 10 % des cas, mais le dénominateur n'est pas encore confirmé. Je donne un exemple. Dans les cas qui ont été envoyés au CUSUM, c'est par exemple les cas de Stanislas. Bon, on a pris une éclosion très forte où il y avait des cas, puis on les a mis en ce moment. Moi, j'aimerais mieux attendre. Je vous donne l'exemple. Quand on a discuté avec Laval hier, le pourcentage des cas positifs est plus dans le 2 à 3 % que dans le 10 %. Fait que je voudrais faire attention qu'on ait un échantillon plus long. Moi, je pense que dans la prochaine semaine, c'est ce que je m'étais engagé à vous donner les réponses d'ici vendredi. Est-ce qu'on aura 75 % ou 100 % de tous nos cas criblés qu'on vous aura donnés? Je pense qu'on va être dans cette zone-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est quel pourcentage des cas positifs deviennent des variants. Je vous donne l'exemple de Laval, là, qui est la grande région de Laval. On est plus dans le 3 %. Ça fait qu'il faut faire attention en ce moment d'avoir un échantillon assez large. Ça va? Monsieur le Premier ministre, il y a une fatigue, il y a une lassitude. Est-ce que le ton infantilisant de « je vous donne ceci, il va arriver cela », ça fonctionne encore compte tenu que les Québécois sont vraiment écœurés? Bien, écoutez, je comprends que des personnes sont tannées, puis j'aurais le goût de vous dire, moi aussi, je suis très, très tanné de parler de la pandémie, puis j'aimerais ça parler d'autres choses. Mais, à un moment donné, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix actuellement, avec le variant, avec toutes les raisons que je mentionnais tantôt, puis la situation dans nos hôpitaux, on n'a pas le choix que de continuer à faire attention.
Donc, on a heureusement un vaccin qui s'en vient. Donc, on voit la lumière au bout du tunnel. M. Trudeau nous confirme que toutes les doses qu'on est supposé de recevoir le 31 mars, on va les recevoir, puis toutes les doses 10 septembre. Donc, mais on n'a pas le choix. Je vous dirais ça. Là. Je comprends qu'il y en a qui sont tannés, mais on n'a pas le choix. Olivier Bossé, Le Soleil. Est-ce que je comprends que c'est du 26 au soir au 7 ou c'est étendu jusqu'à temps que ce soit plus? Est-ce que c'est juste pour la semaine de relâche? Moi, je comprends que c'est pour de bon. Oui? Oui. Jusqu'à preuve du contraire. Oui, c'est ça. Évidemment. Je pense que la question est plus pour... Je pense que la situation va être évaluée. Là. Moi, je pense que là, on se concentre autour des éléments qui vont jusqu'à la fin de la période de relâche scolaire. Puis je pense que à peu près une semaine avant, là, comme on fait toujours pour anticiper les choses, on va réévaluer la situation. Ça veut dire toute une série de specs. Là. Ça veut dire peut-être que des régions qui sont rouges vont pouvoir passer à l'orange selon ce qu'on va voir puis observer. Et puis moi, je pense qu'il est trop tôt encore pour vous le dire, mais il ne faut pas se le cacher. L'arrivée des vaccins, là, c'est vraiment l'espoir. On est dans ce que j'appellerais, puis moi aussi, je peux vous dire que je suis vraiment tanné de la COVID-19, comme tout le monde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est vraiment dans le dernier marathon. On est en train d'abaisser. Notre système de soins est en train de récupérer. Nos ressources ont encore besoin d'une certaine pause, mais c'est véritablement, je vous dirais, là, les derniers kilomètres du marathon qui sont là. Mais plus on va avancer, plus on va être capable probablement Mais l'importance, encore, c'est l'adhésion aux consignes. Prenons par exemple, on a ouvert les centres commerciaux, on a ouvert plein de choses, mais il ne faut pas que les gens se rassemblent. C'est ça qui est important. L'adhésion des consignes va nous permettre de maintenir des choses ouvertes et d'éviter des éclosions. Et ça, c'est vraiment majeur, l'adhésion aux consignes. Mon autre question était sur les sports organisés encadrés. Je sais, docteur, vous en avez vous avez discuté beaucoup avec les fédérations. Comment on peut dire, oui, vous pouvez venir prendre un bain libre, mais un club de natation ne peut pas nager? Je vous écoute. Comme je vous l'ai dit, là, il faut comprendre que ce qu'on a allégé, entre guillemets, puis que certains vont trouver qu'on n'allège pas assez et que d'autres vont dire qu'on allège trop compte tenu des variants, là, c'est toujours l'enjeu de cet équilibre qui est excessivement... qui est discuté, rediscuté avec mes directeurs, puis etc. Essentiellement, là, c'est qu'on se concentre... Là, il y a une semaine de relâche. Puis on s'est concentré sur des activités à faible risque pendant la semaine de relâche. C'est vraiment ça. Après le 8 mars, ça va être autre chose. Puis on est très conscient des effets pervers de ne pas permettre à des jeunes de faire du sport, de jouer au hockey, etc., etc. Là, je peux vous dire qu'on nous le rappelle, puis on y pense à chaque jour. Mais là, on se concentre. C'est la semaine de relâche. On donne les activités avec des allègements, cinéma, pour ceux qui n'aiment pas le sport intérieur, pour certaines activités, piscine, etc. Mais après ça, on va réévaluer. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Arruda, il y a deux spécialistes depuis quelque temps, des chercheurs très reconnus au Québec, entre autres le Dr Cobinger, qui dénoncent un peu le manque de financement lié à la recherche sur la vaccination. M. Cobinger dit on avait un vaccin qui était en développement. Si on avait eu de l'argent du fédéral, ça nous a été refusé. On aurait pu lancer ça. Il y a le docteur Denis Leclerc, pendant le temps des fêtes, qui lui disait, c'était un autre chercheur de l'Université Laval, pourquoi ne pas créer un centre de recherche sur les vaccins au Québec pour mettre un terme à cette dépendance qu'on a des compagnies, par exemple, internationales ou encore du fédéral qui négocient avec des compagnies internationales. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez, M. Legault, de financer une espèce de centre des vaccins, finalement, là, qui permettrait d'être rapide, finalement, quand survient une pandémie comme celle-là? Bien, je peux peut-être commencer, M. Lacroix, puis je donnerai la chance au premier ministre de répondre, parce que quand on parle d'autonomie au Québec, je pense que c'est à lui de répondre. Mais moi, j'ai eu un message très clair. J'en ai parlé avec
le ministre de l'Industrie et du Commerce aussi. Pour moi, là, il faut faire un parallèle qui est très simple à faire. On a réussi à gagner notre autonomie dans les équipements de protection, dans les EPI. Rappelez-vous les décisions qu'on a prises là, juste après la première vague, de s'assurer qu'on avait une fabrication au Québec de nos équipements de protection, comme les N95. C'est un très bel exemple. On veut faire exactement la même chose parce que je pense qu'avec les vaccins, c'est encore plus structurant. C'est encore plus important. Puis, je pense que quand on a eu les discussions avec le docteur Cobinger, que mon cabinet lui a parlé, on a dit, on sait que la décision de vous appuyer ne permettra peut-être pas d'avoir le vaccin pour la présente pandémie. Mais on a dit, c'est pas grave. Il y aura d'autres choses, il y aura d'autres occasions. Puis je pense qu'on va mettre toute l'énergie, je l'ai dit aujourd'hui, on va mettre toutes les ressources nécessaires pour l'appuyer dans ses recherches au cours des prochaines semaines. Pour être très clair, là, on est là. Bien, de façon plus générale, il n'y a pas personne, je pense, qui souhaiterait plus que moi qu'on soit autonome dans le domaine des médicaments. Mais à un moment donné, il y a des choses qu'on va pouvoir faire, puis qu'on va faire, puis il y a des choses que ce n'est pas réaliste de faire. Est-ce que demain matin, le Québec est capable d'avoir un Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ou AstraZeneca, une compagnie de ce taille-là? C'est pas réaliste. On parle de plusieurs milliards de montants investis à chaque année en recherche. Vous savez, dans l'histoire du Québec, on a failli à un moment donné avoir une pharmaceutique qui s'appelait Biochem Pharma. Bon, puis des gens qui étaient là avant moi ont décidé à un moment donné de la laisser vendre à des étrangers, mais il y avait un produit à l'époque, là. Donc, faut être raisonnable, mais honnêtement, moi, c'est un objectif que je me donne, puis j'en ai discuté avec Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, le plus possible d'être autonome partout, dans tout ce qu'on a besoin dans le domaine de la santé. Puis ça inclut des médicaments, puis il y a beaucoup de possibilités aussi. Si on avait eu une capacité de fabriquer, on aurait peut-être pu convaincre une des grandes pharmaceutiques de nous laisser les fabriquer nous-mêmes. Donc, il y a beaucoup de façons. J'entendais Québec solidaire là, parler de Pharma Québec. Là, ben, on est tous d'accord pour être plus autonome. Il faut juste, à un moment donné, être réaliste puis se donner une stratégie qui est jouable. Mais oui, on doit être plus autonome dans tout ce qui est fourniture médicale, dans tout ce qui est médicaments, d'être le plus autonome possible. Puis ça fait partie de nos objectifs, nos priorités. Mon autre question porte sur un autre sujet. Le Parti québécois aurait utilisé, selon mes informations, la liste électorale pour vérifier les adresses de résidence de vos fils, ce qui contrevient, en fait, à la loi électorale. Là. C'est interdit de faire ça. Les listes sont fournies au parti pour une utilisation soit en campagne électorale ou encore du financement politique. Alors, comment vous réagissez à ça? Écoutez, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire des déclarations de Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ. Là. Donc, si vous avez des questions, posez-les à Paul Saint-Pierre Plamondon puis au PQ. Là. Moi, je n'ai rien à ajouter. Fanny Lévesque, La Presse. À vous trois. Monsieur Legault, vous avez beaucoup mis l'accent sur on est là-dedans pour quelques semaines encore. Bon, est-ce qu'on doit comprendre qu'il faut tenir le coup jusqu'après la relâche et donc qu'après la relâche, il serait probable que des régions basculent à l'orange? Bien, écoutez, si je pensais qu'il n'y a pas de chance que les cinémas restent ouverts, je ne les aurais pas ouverts, là, parce que on ne veut pas commencer à jouer au yo-yo. Par contre, il y a un bout qu'on ne contrôle pas, entre autres l'impact du variant. Bon, de l'autre côté, le bout qui s'annonce bien, c'est la vaccination. Si on arrive à être capable, là, on est rendu dans les RPA, on a fait les CHSLD, on a fait une partie du personnel. Si on est capable de faire toutes les RPA, puis éventuellement tous les gens qui ont plus de 65 ans, on va être en voiture, là. Puis on serait capable d'en avoir une bonne partie de ça de fait en mars. Donc, ça dépend de la vitesse à laquelle les vaccins vont arriver. Est-ce qu'ils vont tous arriver le 31 mars ou si on va en avoir graduellement pendant tout le mois de mars? Puis comment ça va évoluer, là? On va vous revenir
comme on le fait actuellement toutes les 2 semaines, ça veut dire que dans la semaine de relâche, là, probablement le mardi de la semaine de relâche, je pense que ça va être le 2, bien, on va venir vous dire ce qu'on fait la semaine suivante. Mais il y a un bout, là, bien honnêtement, celui qui est capable de prédire combien on va avoir d'hospitalisation dans 2 semaines, là, bien, j'aimerais ça le savoir. Là. Donc, on fait notre possible. On va dans la bonne direction. J'espère que les Québécois vont être prudents pendant la semaine de relâche puis qu'on ne vivra pas ce qu'on a vécu pendant le temps des fêtes. Puis si c'est le cas, bien oui, c'est possible qu'on ouvre davantage le 8 mars. Okay. Et donc, en précision, c'est la même chose, je comprends, pour le couvre-feu. Oui. Bon. Maintenant, Monsieur Dubé, vous parliez là, que vous avez pris l'engagement la semaine dernière d'avoir du criblage sur 100 des échantillons positifs dans le Grand Montréal. Donc, c'est toujours réaliste qu'on arrive à ça d'ici la fin de la semaine. Puis, par rapport au séquençage, on parlait de 8,5 la semaine dernière. Là, on en est où exactement? OK. Je vais commencer par le criblage. De mes discussions, pas plus tard qu'hier soir, comme je vous disais, on me disait que dans certaines régions, parce que si on prend le Grand Montréal, c'est à ça que je me suis engagé, il y a des gens qui sont déjà rendus à 100 Laval, je vous ai donné l'exemple. Montréal est plus entre 25 à 30 déjà. L'engagement qu'on m'a confirmé hier, c'est qu'à la fin de la semaine, si tout se déroule bien, tous les cas qui auraient été les cas positifs de la semaine, à 75 auraient été criblés. Moi, je leur en demande plus, là, mais on s'est engagé à me donner au moins 75 des cas criblés pour vendredi. Ça voudrait dire que si c'est à 75 vendredi, ça veut dire qu'ils sont rendus à 100 lundi à cause de la progression. Donc, il y a une commande très claire, comme je vous avais dit. J'en ai reparlé encore avec le docteur Roger ce matin, avec Mylène Drouin et docteur Trépanier 2 fois depuis hier. Horacio, docteur Arruda, est avec nous là-dedans. On va suivre ça de très, très proche. Maintenant, sur le séquençage, docteur Arruda, peut-être juste me dire... Dans où les on est phases rendu. initiales, 100 des doses qui vont avoir été détectées par criblage vont être séquencées. C'est-à-dire que, disons là, qu'on a 83 criblages actuellement dans les phases initiales, on va le faire 100 des cas vont être séquencés. C'est-à-dire que 7 à 10 jours plus tard, il va en avoir 100, les 83 vont avoir été au séquençage. Le temps d'avoir les résultats. Mais si j'ai bien compris la question de Mme Lévesque, Dr Arruda, c'est plus de dire, on est rendu à quel pourcentage de séquençage? On était rendu à 8,5 de nos séquençages en général. Je pense pas que ça a tant évolué que ça, à moins que Dr Arruda... On est encore autour de 8,5. Ça va monter, comme on l'a dit, à 10 puis à 15 Ça, c'est sur les totaux, OK? Ouais. Mais sur ceux qu'on a détectés, là, je ne sais pas si vous comprenez, là, ouais. Sur les totaux, ça va être toujours fait un peu de façon aléatoire pour détecter des nouvelles souches. Mais celles qui ont déjà été identifiées par criblage, ceux-là, 100 vont aller au séquençage. C'est bon? Merci. Merci. François Carabin, Métro. Bonjour, messieurs. Monsieur Legault, j'aimerais revenir sur le couvre-feu. Vous avez continué à dire que c'est l'une des mesures les plus efficaces pour contrôler la transmission de la COVID-19. Est-ce qu'on peut croire que ça va être une des dernières mesures en place au Québec? Bien, écoutez, là, si on était certain que les gens ne visitent pas d'autres maisons, on n'aurait pas besoin du couvre-feu. Là. Donc, c'est une question aussi, M. Laforêt le disait tantôt, les gens commencent à être tannés. Là, donc, comment tannés ils vont être dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines? C'est difficile de répondre à votre question, mais c'est certain que c'est un bout qui est difficile pour le gouvernement à contrôler, le bout de ce qui se passe dans les maisons. T'sais, on peut, jusqu'à un certain point, un peu contrôler ce qui se passe dans les écoles, dans les entreprises, mais ce qui se passe dans les maisons, bien, il y en a beaucoup, c'est difficile. Si on s'assure que tout le monde est chez eux à 8 heures, ça veut dire qu'il n'y en a plus de visites dans les maisons après 8 heures. Là. Donc, c'est efficace. Merci. Et pourquoi ne pas avoir attendu après la semaine de relâche? Je reviens un peu sur les questions des collègues, mais pourquoi pas avoir attendu après la semaine de relâche pour ouvrir les cinémas, ouvrir les piscines? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rassemblement, justement? Bien,
comme je disais tantôt, là, je me mets à la place des parents. J'ai été parent moi-même, là. Je ne sais pas si vous êtes parent, là, mais vous avez 2 ou 3 enfants là, de 5, 10 ans pendant une semaine à la maison. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Là? Tu sais, on devient un peu comme un géo là, dans un club med. Il faut trouver des activités. Puis le cinéma, bien, c'est une belle activité. Aller à la bibliothèque, c'est une belle activité. Aller jouer dehors, aller à l'intérieur, à la piscine, à l'aréna, c'est des activités qui peuvent occuper les enfants. Donc, c'est important, comme je le disais, pour la santé mentale des enfants et des parents. Et, bien, on a eu des bonnes discussions avec la santé publique. Puis, la santé publique est d'accord. Charles Le Cavalier. Oui. Des activités qui sont à moindre risque. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est des activités qui sont à moindre risque. Dans les cinémas, on y va. Ils vont porter une masse de procédures, sont assis, sont à une certaine distance les uns des autres. Donc, ça, on considère, puis il n'y a pas eu d'éclosion associée à ce phénomène-là. Donc, on ouvre des activités à moindre risque. Dans une grande patinoire qui n'est pas hyper achalandée parce qu'il va y avoir du contrôle de l'achalandage, on va s'assurer que les gens aient les 2 mètres, etc. C'est des activités peu à risque. J'allais donner la parole au collègue Charles Le Cavalier, mais je vais la donner à Marco Belair-Cirino du Devoir. Oui. Alors, pour continuer sur la lancée de mon collègue Carabin, donc, pourquoi les cinémas, mais pas les salles de concert, de spectacle, les maisons de théâtre? C'est une très bonne question. Qui a dit parce non? Parce que les enfants vont souhaiter aller voir un film. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bien, une salle de spectacle, ça prend aussi un certain temps. Donc, on a eu des discussions avec mon cher ami M. Gouzeau, puis tous ceux qui ont des salles de cinéma. Là. On pense que ça va être possible pour le 26 février d'avoir des films, d'avoir des productions dans des salles de spectacle d'ici le 26, qui est vendredi la semaine prochaine. C'est pas très réaliste. Puis, bien, je pense qu'on peut occuper plus d'enfants avec des cinémas. Charles Le Cavalier. Oui, bonjour à vous trois. Bien, justement, sur le même sujet, est-ce que ces petits allègements-là pour la semaine de relâche, est-ce que c'est une demande du politique là, qui voulait justement donner un peu d'air aux familles ou ça vient de la santé publique? Ça vient je vais me permettre de répondre, ça vient de la santé publique parce qu'on est conscient de ce que ça peut avoir comme effet dans le comportement. Premièrement, on préfère que les gens aillent faire des activités à l'extérieur, notamment dans la région montréalaise, à 8, puis on augmente à 8 comme pour éviter les gros rassemblements, les gens qui s'enferment à la maison. Et puis, on est conscient des effets sur la santé mentale, du besoin de respirer un peu et d'avoir des activités différentes pour les jeunes. Fait que, puis, comme je l'ai dit encore, on considère que ce sont des activités à faible risque. Ça, je pense que c'est important, là, parce que c'est des activités qui sont contrôlées. Les gens s'assoient à un endroit. On n'a pas ouvert les récréathèques ou les endroits où les gens peuvent interagir avec des boules, etc. On est véritablement dans des activités à faible risque. Docteur Arruda, justement, il y a plusieurs régions. Là, bon, l'Outaouais tombe en zone orange, mais il y a plusieurs régions où la situation est quand même assez bonne. Là. Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, on est en dessous des barèmes qui avaient été fixés par les santé publiques régionales pour passer à l'orange. Je comprends que c'est le variant qui fait vraiment craindre, là, mais dites-nous, puis je sais que vous allez parler des modèles demain, mais dites-nous, là, c'est quoi vraiment le risque dans le nombre de cas, par exemple, journaliers, qu'il peut avoir si on passe en zone orange tout de suite à Québec puis que le variant s'installe? On l'a toujours dit, puis ça, c'est le danger, là, quand on prend un chiffre, que c'est le seul chiffre qui va fonctionner. Puis je tiens à vous dire que la discussion qu'on a eue là, avec les directeurs de santé publique est unanime. À part l'Outaouais, qui avait une stabilité à des faibles taux, etc., plus d'hospitalisation. L'effet qu'à Ottawa, de l'autre côté, c'est orange aussi. Imaginez-vous là, si les gens quittent l'Outaouais pour aller à Ottawa manger alors que de notre côté. Fait que là, dans le fond, ça a été discuté. Pour toutes les autres, ça fait pas assez longtemps qu'on a une stabilité importante. Il faut prendre en considération l'impact sur le système de soins, la capacité de retraçage, puis les gens veulent véritablement descendre plus bas encore pour que si jamais ça se met à se remonter, qu'on ne se retrouve pas dans des situations où on va mettre en péril le système de soins. C'est une prudence qui est là, à cause, bien entendu, du nouveau variant.
Il y a aussi une question de regarder qu'est-ce qui est autour. Hein. Si on a des zones qui sont trop différentes, une à côté de l'autre, il y a des mouvements de population qui vont être entraînés. Fait que tout ça va être évalué et c'était unanime, là. Je veux dire, on en a discuté, là. Pour ce qui est de la prudence avec les nouveaux variants, avec les zones qui se sont stabilisées, même si il y en a qui techniquement sont dans le orange en fonction du chiffre, les autres facteurs viennent amener à une décision. C'est un équilibre qui est pris dans tous ces éléments-là. Le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre d'éclosions, la capacité de retracer, et puis la question du nouveau variant, puis de ce qui se passe alentour. Je vais poser maintenant ma deuxième question. Monsieur Legault, votre gouvernement appuie-t-il le projet de loi C-21 visant à resserrer le contrôle des armes d'assaut et des armes de poing qui a été déposé aujourd'hui à la Chambre des communes? Bien, la première chose qui nous achale, c'est qu'on délègue des pouvoirs aux 1100 municipalités au Québec. Donc, ça veut dire que techniquement, il y aurait 1100 règlements différents. Ça, je ne comprends pas. Nous, évidemment, on est prêt à le prendre, ce pouvoir-là. Là. Plus on se fait donner des pouvoirs par Ottawa, plus on aime ça. Mais on a un gros problème avec le fait que des pouvoirs soient délégués à des municipalités, compte tenu du grand nombre. Puis je pense que ça devrait être la même chose pour tout le monde. Maintenant, sur le fond du dossier, est-ce que c'est suffisant? Sûrement un pas dans la bonne direction. Mais on voit un sérieux problème avec la délégation là, de certains pouvoirs aux municipalités. Merci. On passe maintenant aux questions en anglais avec Philippe Autier de Gazette. Good evening. A little précision, Dr. Arruda, Mr. Dubé. Alors, voilà. Donc, je disais donc très peu de nouvelles mesures pour l'Abitibi-Témiscamingue qui est en zone orange. On a senti le gouvernement Legault avec une pédale de frein à l'approche de cette semaine de relâche qui semble faire peur aux autorités sanitaires. Et bon, la seule différence au Québec, c'est l'Outaouais qui passe du rouge au orange. Le gouvernement Legault qui rappelle de ne pas faire garder les enfants par les grands-parents. C'est un message qui a été lancé à plusieurs reprises. On veut éviter de cette façon-là de contaminer des personnes âgées. Il va y avoir des demandes aux policiers qui vont être faites pour surveiller plus spécifiquement les endroits où il y a beaucoup de touristes. Et c'est ce qu'a souligné le gouvernement. À la question, est-ce qu'il va y avoir des barrages entre les régions? La réponse, c'est non. Il n'y aura pas de barrage finalement. Est-ce que quelqu'un d'une autre région peut louer un chalet ou une chambre d'hôtel dans notre région, par exemple? La réponse est oui. On demande, par contre, deux choses, de respecter les bulles et de respecter le fameux couvre-feu qui demeure. On n'a pas eu plus de précision, de nouvelles mesures en zone orange pour le moment. On verra s'il y a des documents qui sortiront ou du moins des questions. Des fois, il y a des questions qui sont posées après la période de questions en anglais. On va surveiller ça de près pour vous. Par contre, c'est ça. Donc, pas de nouvelles mesures pour ce qui est des zones oranges comme l'Abitibi-Témiscamingue. Alors là-dessus, mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente fin de soirée.